Bonjour, je voudrais vous parler du chapitre 2 du CECRL, qui est considéré par certains comme le plus important. Quand j'ai fait des études dans linguistique, dans le cadre de mon master, mon professeur de didactique me disait que ce chapitre, il faut vraiment l'étudier très attentivement parce que d'après lui, c'était le plus important. Et il n'avait pas tort. Parce que dans ce chapitre, on présente la perspective qui est retenue, hein, et la préconisation et la direction qui est préconisée. Et cette direction, elle est dite actionnelle, l'approche actionnelle. C'est d'ailleurs le titre du chapitre en question, l'approche actionnelle. Et cette approche actionnelle, elle va mettre justement l'élève dans une situation, ou dans des situations, où il va être, comme on l'a déjà vu, acteur. Acteur social de son propre apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement faire ce que lui demande le prof, et puis apprendre une leçon, et puis réciter sa leçon, et puis faire un contrôle, et puis avoir une note, et puis on passe au chapitre suivant. C'est plutôt, l'approche actionnelle, c'est plutôt le fait que l'élève va se poser des questions, va être amené à se poser des questions, et va être amené à produire quelque chose qui va être personnel, hein, que le professeur n'a pas forcément attendu. Parce qu'on va en prendre en considération tout un tas de choses qui ne sont pas simplement, uniquement, purement linguistiques dans le sens français du terme. Hein. On avait vu dans une autre vidéo précédente que en France, le terme linguistique signifie souvent grammaire, phonologie, phonétique, syntaxe, prosodie, tous ces éléments qui font d'une langue, euh, qui décrivent le fonctionnement d'une langue pour elle-même, si vous voulez. Par contre, on a vu que euh, la, une langue ne peut pas être déconnectée de son contexte social. Et dans le CECRL, on insiste bien sur le fait que le contexte social, c'est même ce qui définit précisément une langue et un apprenant. L'apprenant ne peut apprendre que dans un contexte social. Donc c'est le contexte social qui prend le dessus d'une certaine manière et qui prend l'importance sur qui conditionne tout le reste finalement. Et c'est pas juste une entrée par la culture, comme on entend parfois. C'est pas juste l'entrée et puis après on fait les exercices de grammaire. C'est que tout l'enseignement doit être pensé de manière, je dirais, culturelle ou de manière actionnelle. Alors, justement, cette perspective actionnelle, si on regarde plus précisément dans le CECRL, donc caractéristique de toute forme d'usage et d'apprentissage d'une langue. Donc je lis l'encadré, il y a un gros encadré en gras avec certains mots en tout cas en gras, et qui donne une définition de cette approche actionnelle. Je cite, l'usage d'une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales et notamment une compétence à communiquer langagièrement. Donc là, on a des mots qui sont extrêmement importants. On a des gens, des individus, d'accord? On a la notion de citoyen, on est responsable nous-mêmes de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Et des acteurs sociaux. On a déjà vu ce terme qui est central dans le CECRL, ce sont des acteurs sociaux. Des acteurs, ça veut dire qui agissent, et sociaux qui agissent en fonction d'une société, de critères sociétaux. Pas linguistiques, mais sociétaux. Donc, un ensemble de compétences générales, les compétences dites générales, hein, on va voir qu'il y a différents degrés de compétences qui sont attendus et on n'attend pas forcément des choses très... ces compétences sont spécifiques à l'apprenant. D'accord? On ne prend pas comme modèle le locuteur idéal comme on faisait dans le temps ou comme on peut l'imaginer dans certaines méthodes et on essaie d'imiter le locuteur idéal. Non, on a des compétences générales, c'est-à-dire des compétences qui sont spécifiques, qui sont attendues et qui sont visées.
C'est-à-dire on est toujours dans une logique de progression, on verra ça encore dans d'autres chapitres avec les fameux descripteurs de référence. Des compétences à communiquer, notamment, pas uniquement, notamment des compétences à communiquer langagièrement, évidemment, parce qu'on est dans un cours de langue. Donc, mais on va voir que ce n'est pas seulement la seule optique. Ils mettent en œuvre des compétences dont ils disposent. On ne leur demande pas de tout savoir. On ne leur demande pas, encore une fois, d'être un locuteur natif. Les compétences dont ils disposent. Dans des contextes et des conditions variées en se pliant à différentes contraintes. Alors, déjà, des contextes et des conditions. C'est-à-dire que c'est le contexte et la situation. C'est le professeur qui va mettre en place un contexte qui est le plus proche possible, évidemment, de contexte authentique. C'est pour ça qu'on va utiliser des documents authentiques. On va plonger l'apprenant dans un contexte qui est le plus authentique possible et qui est le plus immersif possible dans la salle de classe. En se pliant à différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières. C'est-à-dire il y a un projet. Donc on part du contexte social finalement, de situation que le professeur va proposer aux élèves et va mettre en place, dans le but, toujours dans le cadre d'un scénario, dans le but ultime de produire quelque chose de personnel, d'accord, afin de réaliser des activités langagières, permettant de traiter en réception et en production des textes. Alors là, on va voir que les textes, ça veut dire des textes écrits, mais oraux aussi, ça fait partie du concept de texte, portant sur des thèmes à l'intérieur de domaines particuliers. Donc on va voir que les domaines, c'est les contextes sociaux. Ce ne sont pas des domaines grammaticaux, ce sont des domaines culturels et sociaux. En mobilisant des stratégies, on y reviendra, qui paraissent le mieux convenir à l'accomplissement des tâches à effectuer. On est dans une perspective de projet. On réfléchit en amont et tout ce qu'on fait en amont, ce n'est pas pour faire de repérage et pour gratuitement. Chaque document qu'on va étudier, déjà on va étudier le document et on va étudier le document en fonction par rapport à ce qui est demandé à la fin. Donc il faut dire aux élèves assez tôt dans la séquence le but de cette séquence, le projet qui va être réalisé à la fin. Qui paraissent le mieux convenir à l'accomplissement des tâches à effectuer. D'accord ? Alors les tâches, ça peut être des micro-tâches ou des macro-tâches. Des micro-tâches en fonction, au fur et à mesure du processus d'accomplissement de la tâche finale, et la macro-tâche, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la tâche finale, qui est le projet. Le projet qui va être... Mais toute la séquence finalement est jalonnée de tâches. Comme on voit souvent dans les manuels, on voit une tâche finale à la fin. Et tout le reste, c'est du repérage ou des exercices ou des répétitions ou des trucs. Mais ce n'est pas vraiment de l'actionnel, parce que l'actionnel, ça implique qu'on fasse des tâches tout le long, des micro-tâches et des macro-tâches. Tout le processus d'enseignement et d'apprentissage est basé sur la tâche. C'est-à-dire que l'élève doit faire quelque chose. Alors la tâche, on va voir ce que c'est. Ça peut être plein de choses. Mais ça s'inscrit surtout dans un contexte, encore une fois, une situation dans laquelle l'élève peut s'identifier. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des compétences. Ça, c'est important, cette phrase. Le contrôle de ces activités, c'est-à-dire les évaluations, par les interlocuteurs, conduit au renforcement, donc les évaluations, c'est pour renforcer ou pour modifier des compétences, c'est-à-dire progresser. Modifier, c'est pas pour revenir en arrière. Modifier, c'est remédier et progresser. Jamais punir. On ne punit pas. Tout simplement parce que la punition n'a aucune valeur pédagogique. Voilà, c'est tout. Ça ne sert à rien de punir les élèves parce qu'ils n'apprendront rien. Par contre, on va
essayer de renforcer les choses par l'évaluation. Donc l'évaluation aura une fonction de renforcement, c'est-à-dire de se positionner par rapport à ce qui doit être renforcé, et modifier, évidemment, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire remédier en fait aux erreurs ou aux mauvaises habitudes, on peut dire, ou aux choses qui ont été peut-être un peu mal assimilées. Mais en aucun cas, l'évaluation n'est une finalité. C'est-à-dire, quand on parle de renforcement et de modification, on est dans une logique toujours d'accompagnement et de progression. Hein. On n'est pas dans une logique sommative où on fait une évaluation et basta, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Une fois que ça a été corrigé par le prof, une fois que la copie est rendue et que le prof corrige et met la note, on ne peut plus rien changer. C'est pas l'esprit là. Ici, on est dans un esprit de renforcement, de modification, de remédiation, de médiation. Et donc, on est dans une logique de visée de progression. Et on y reviendra justement sur les descripteurs de référence et les niveaux de compétences qui sont toujours visés. On vise quelque chose. On peut toujours faire mieux. Et on ne va pas se contenter d'évaluer un élève pour lui dire ce qu'il ne sait pas faire. Et se contenter de ça et puis passer à autre chose. On ne peut pas. Il faut toujours passer du principe que l'élève, il a fait quelque chose. Et à partir de ça, on va renforcer, on va modifier. Il y a une capitalisation sur ce qu'on a fait au départ. Alors, il y a les compétences. Il y a des choses qui paraissent assez logiques dans ce chapitre. Des savoirs, des connaissances déclaratives, habileté et savoir-faire, savoir apprendre, savoir-être. Tout ça, ce sont des choses qui vont un peu de soi, mais qui sont essentielles à rappeler, évidemment. Alors, j'aimerais juste citer un petit paragraphe. « Est défini comme tâche », je cite, « toute visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné, en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'on s'est fixé. Il peut s'agir tout aussi bien, suivant cette définition, de déplacer une armoire, d'écrire un livre, d'emporter la décision dans la négociation d'un contrat, de faire une partie de cartes, de commander un repas dans un restaurant, de traduire un texte en langue étrangère ou de préparer un journal de classe. Donc là, on voit que la tâche, ça peut être tout un tas de trucs, même pas langagière. Déplacer une armoire, bon, on ne sait pas trop ce que ça vient voir là-dedans. Mais pourquoi ils l'ont cité ça? C'est pour simplement montrer qu'une tâche, il n'y a pas de limite finalement à ce que peut être une tâche. Une tâche, ça peut être à peu près n'importe quoi. À partir du moment où il y a un projet, et à partir du moment où il y a un processus de quelque chose qui doit être accompli. D'accord? Évidemment, on ne va pas se contenter de déplacer une table et puis on passe à autre chose. Déplacer une armoire. Déplacer une armoire dans le cadre de quelque chose, une progression de quelque chose qui a un sens. Bon, c'est ça qu'ils disent. Une visée actionnelle, je répète, parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre. Il faut qu'il y ait un projet, en gros. Quelque chose de concret, quelque chose de sérieux et dans lequel on peut s'identifier. L'apprenant peut s'identifier. Ici, il ne s'agit pas de faire un exercice de grammaire, par exemple, sur prétérite, et puis on fait un cours sur le prétérite, et puis on passe à autre chose. C'est pas ça. D'accord? Ici, on peut éventuellement faire un exercice sur le prétérite. C'est pas interdit. Mais ce prétérite, on va l'utiliser. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut concevoir qu'un exercice, c'est un document? Non. Un exercice dans un manuel ou dans un livre de grammaire, c'est pas réellement un document, parce que ça n'a pas de visée sociale. L'exercice, c'est un peu l'antithèse de l'exercice de grammaire, c'est un peu l'antithèse du contexte social. Donc,
Alors, c'est pas interdit de le faire, on peut le faire. Mais il faut que ça s'inscrive en priorité dans un projet défini, prédéfini. Par exemple, pour revenir au prétérit, c'est pas interdit de faire des exercices sur prétérit, mais le but, ça serait de faire une biographie, par exemple, de quelqu'un. Et dans la biographie, on va forcément parler du prétérit, au prétérit. Hein, on va pas utiliser un autre. Sauf que ce prétérit ne va pas être obligatoire tout le temps. On ne va pas dire aux élèves, il faut que vous utilisiez le prétérit. Non, on va les laisser s'exprimer. Mais si on les met dans une situation, ils sont obligés d'utiliser le prétérit, ben, ils vont l'utiliser. Et là, on peut éventuellement faire. Mais, donc une tâche, c'est ça. Une tâche, ça va être quelque chose de... un problème à résoudre, d'accord, une obligation à remplir, un but qu'on s'est fixé. Et toujours dans une visée actionnelle. Une visée actionnelle, ça veut dire acteur social. Encore une fois, un exercice, c'est pas un projet, ça. C'est pas un but. Et là, il donne justement l'exemple de l'armoire, partie de cartes, commander un repas, ça c'est classique, traduire, bon, pourquoi pas, hein. Préparer un groupe, un journal de classe, ça c'est sympa ça, de faire un journal de classe. Emporter la décision dans la négociation d'un contrat. Donc on met bien dans la définition de la tâche des exemples très, très pertinents et très précis de ce que doit être une tâche, c'est-à-dire quelque chose qui doit être ancré dans la société, dans un contexte social et pas dans un contexte théorique. Voilà. Alors, les savoirs ou connaissances déclaratives, je ne vais pas tout lire, enfin ça me paraît assez intéressant, sont à entendre comme des connaissances résultant de l'expérience sociale. Toujours les mêmes mots qui reviennent. Savoir empirique ou d'un apprentissage plus formel, savoir académique. Donc d'un côté, il y a les savoirs empiriques de l'expérience sociale, comme ils disent, et d'un autre côté, un apprentissage plus formel des savoirs académiques, la grammaire, la syntaxe, etc. Toute communication humaine repose sur une connaissance partagée du monde. Le monde, on regarde, c'est-à-dire la réalité du monde. C'est pour ça que j'insiste sur les documents authentiques. En relation à l'apprentissage et à l'usage des langues, les savoirs qui interviennent ne sont pas, bien entendu, seulement ceux qui ont à voir directement avec les langues et cultures. Les connaissances académiques d'un domaine éducationnel, scientifique ou technique, les connaissances académiques ou empiriques d'un domaine professionnel. Alors là, on met les connaissances académiques et empiriques en relation avec le domaine professionnel. Donc là, on s'inscrit dans quelque chose de réel, hein, quelque chose de concret, hein, entre guillemets, de sociétal, dans le sens large du terme. Sont évidemment d'importance dans la réception et la compréhension des textes en langue étrangère relevant des domaines en question. Les textes, encore une fois, c'est l'oral et l'écrit. Authentique. Mais les connaissances empiriques relatives à la vie quotidienne, organisation de la journée, déroulement des repas, mode de transport, communication et information, au domaine public ou personnel, sont tout aussi fondamentales pour la gestion d'activités langagères en langue étrangère. Donc on ramène toujours toutes ces notions à des tâches, à des choses qu'on fait réellement dans la vraie vie. Hein. Il ne s'agit pas ici de faire des règles de grammaire ou de donner des règles de syntaxe ou des dogmes ou des théorèmes de linguistique, ça n'existe pas, mais c'est façon de parler. Il s'agit ici de replacer toujours dans quelque chose de concret, quelque chose qu'on fait réellement dans la vraie vie. La connaissance des valeurs et des croyances partagées de certains groupes sociaux dans d'autres régions, dans d'autres pays, telles que les croyances religieuses, les tabous, les histoires communes, etc., sont essentielles à la communication interculturelle. Les multiples domaines du savoir varient d'un individu à l'autre. Ils peuvent être propres à une culture donnée, ils renvoient néanmoins à des constantes universelles. Ah, ça c'est une section qui est intéressante. On a le droit de parler de tout, y compris de la religion. Et il ne s'agit pas ici de faire la promotion, de faire le prosélytisme, évidemment pas. Mais la religion, les croyances, font partie intégrante des cultures, justement, dont on a parlé jusque-là. Ils renvoient néanmoins à des constantes universelles. Bon, c'est une formule un peu vague, mais
on a le droit de parler, évidemment, il faut parler de religion. Ça veut dire que les documents qui vont être utilisés par le professeur ok, merci Dana, ils vont être utilisés par le professeur et il ne va pas s'auto-censurer. Il ne va pas se dire « Ah non, je ne peux pas utiliser ça parce que ça touche à des problèmes religieux. » ou non, justement, non. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la salle de classe touche tous les domaines du monde et de la société, de la vie en général. Tous les domaines. Y compris les domaines religieux, même les domaines un peu tabous, d'accord? Les tabous, d'ailleurs, ils le disent. En sachant, et là aussi on entre dans la laïcité, dans la défense et dans les valeurs de laïcité qui sont les nôtres. Et ça sera l'objet aussi d'une autre vidéo qu'on pourra faire en parlant de la laïcité. Ça sera l'occasion justement d'évoquer la laïcité comme étant évidemment des valeurs fondamentales de notre République, les valeurs fondamentales de la démocratie, de n'importe quelle démocratie finalement. Quand on regarde un petit peu aux États-Unis, même en Angleterre, il y a toujours une séparation du religieux et du politique, toujours, dans les démocraties. Et en France, il se trouve que c'est une loi, c'est quelque chose de juridiquement établi dans le cadre de la laïcité et de la loi de 1905. Et donc tout ça, ça va permettre aussi d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément naturellement, je dirais, évidents dans une classe de langue. Mais pourtant, on sera amené à utiliser et à étudier ce genre de choses. Parce qu'on étudie, encore une fois, le monde. On étudie le monde, on étudie les choses, les phénomènes de société, les faits de société. Et là, je fais une petite remarque qui n'est pas marquée dans le CECRL, mais sur ce mythe, je dois le dire, de l'enseignant qui devrait parler, qui est censé parler anglais tout le long, qui n'a pas le droit de parler le français. Là, ça devient très compliqué, parce que si on aborde des sujets de société qui peuvent être compliqués, la religion, la politique, toutes sortes de choses comme ça, qu'on sera amené à aborder. On peut difficilement faire ça en anglais. Et les élèves, en fonction d'ailleurs des endroits d'où ils viennent et du public que vous avez en face de vous, vous êtes obligés d'expliquer les choses pour que tout le monde comprenne ce qui se passe et comprenne les subtilités aussi, non seulement étrangères, mais même aussi dans notre propre pays. Parfois, les élèves, la laïcité, ce n'est pas toujours très, 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 très simple pour eux dans leur tête. Il faut en parler de ça, parce que il y a des interprétations parfois qui sont là aussi parfois un peu folkloriques. Là. Donc il faut en parler de ça. Est-ce qu'on va faire ça en anglais? Ça va être compliqué. Donc, et l'argument que je propose, c'est que le but du cours de langue dans un contexte actionnel n'est pas d'étudier le professeur, n'est pas d'étudier l'anglais du professeur comme c'était dans le temps. Dans le temps, on disait le professeur doit parler anglais tout le temps, parce que les élèves n'avaient qu'une seule source anglophone, c'était le prof. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'internet. Alors on avait éventuellement les cassettes. Bon, on écoutait, moi quand de mon temps, on écoutait les cassettes avec les dialogues des personnages complètement artificiels, complètement fictifs. Il n'y avait pas de contexte social. Bon. Mais on était dans une logique où il y a cette image que c'est le professeur qui est la seule source langagière. Alors que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'étudie pas le professeur, on étudie les documents. On parle bien dans le CECRL de texte. Texte, ça veut dire, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça veut dire écrit, mais ça veut dire aussi les documents oraux. Donc on va donner aux élèves des textes. Et c'est ça qu'ils devront étudier. C'est pas moi, pas le professeur qui devront étudier, c'est les textes. Alors le professeur, il est là évidemment pour parler anglais, pour montrer comment on prononce tel mot ou telle phrase ou tel truc. Il va parler anglais pour avoir directement aussi quelque chose, et pas que par la vidéo. Mais ce n'est pas la condition sine qua non comme on veut parfois nous le faire croire. Il y a les fameux domaines. Alors,
il y a des domaines, c'est-à-dire des situations. Les domaines, c'est les situations. Parce que l'élève, il va aborder des sujets, des faits de société. Il va être amené à évoluer dans des situations qui sont relatives à la société et au contexte social de la langue dans laquelle les personnes évoluent, les locuteurs de cette langue évoluent. Les domaines publics, les domaines professionnels, les domaines éducationnels, les domaines personnels. Donc, les domaines publics, c'est tous ceux qui relèvent des échanges sociaux ordinaires, relations commerçantes et civiles, services publics, activités culturelles, loisirs dans les lieux publics, relations aux médias, etc. Complémentairement, le domaine personnel sera caractérisé aussi bien par les relations familiales que par les pratiques sociales individuelles. Donc, il y a tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine privé et public. Personnel plutôt. Là, c'est intéressant aussi de faire la différence, et dans les programmes, on voit ça aussi, c'est qu'il y a la différence entre les domaines publics, le domaine public et le domaine personnel. C'est-à-dire que dans une démocratie et dans une république, on ne se comporte pas de la même manière, et les règles ne sont pas les mêmes quand on est en famille que quand on est dans la société. Quand on est un citoyen, eh ben, on n'est pas défini, le citoyen ne se détermine pas par rapport à sa communauté, par rapport à sa famille, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à sa manière de s'habiller, par rapport à sa coupe de cheveux, sa couleur de peau, quoi que ce soit. Ah, on s'en fout, hein, dans le concept de citoyenneté. Quand vous allez voter, on ne va pas vous demander aucune de ces questions. Et donc, être un citoyen, c'est être quelqu'un qui évolue dans l'espace public, dans le domaine public. Et donc cette distinction entre domaine personnel, c'est-à-dire domaine privé, et domaine public, va aussi être utilisée dans les cours de langue pour former le citoyen. Voilà. Alors le domaine professionnel recouvre tout ce qui concerne les interventions en relation des acteurs, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, dans l'exercice de leur activité professionnelle, Le domaine éducationnel est celui où l'acteur se trouve dans un contexte le plus souvent institutionnalisé de formation et il est censé y acquérir des connaissances ou des habiletés définies. Donc, il y a d'un côté l'aspect scolastique, comme disait un peu Freinet, et il y a l'aspect professionnel, c'est-à-dire on ne perd pas de vue le fait que l'élève, il faut le préparer aussi au monde professionnel. Et là aussi, il faut faire des choses qui sont en relation avec le monde professionnel. Hein. Des projets sur la conception peut-être d'un produit, vendre un produit, négocier quelque chose. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses, répondre à des mails, mener à bien un projet, quel qu'il soit. Bon, voilà, tout ce qui pourrait être en relation avec. Alors, il y a une section qui se consacre aux tâches, à cette fameuse notion de tâche, qui est extrêmement importante. Et le fait que la tâche ait autant d'importance dans le CECRL, et c'est central, c'est la notion centrale du CECRL. Cette notion de tâche, elle se rapporte déjà à un courant, si vous voulez, de la didactique. Quand on dit au début du CECRL, on ne s'engage et on fait la promotion d'aucun courant didactique, le simple fait qu'il y ait une notion de tâche, ça implique déjà qu'on se réfère à tout ce qui est en rapport avec le domaine de recherche sur le Task-Based Language Learning and Teaching. Task-Based, c'est de l'anglais, et ça... C'est tout le domaine de recherche qui est basé sur justement la tâche. Hein, et on peut dire que c'est ce qui l'a emporté finalement. C'est cette notion de tâche qui est devenue le standard finalement et la règle pour enseigner les langues. Et qui correspond encore une fois à tout un domaine de recherche. Alors les tâches ne sont pas uniquement langagières. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut sortir du tout linguistique dans le sens français du terme
Et imaginez que l'élève est acteur, ça veut dire qu'il est... Il n'y a pas seulement des qualités linguistiques et langagières qui vont être sollicitées, mais tout un contexte, encore une fois, sociétal. Même si elles impliquent des activités langagières, bon, on peut difficilement faire autrement, et sollicitent les compétences à communiquer du sujet. Bon, on sollicite, il faut communiquer. Donc on fait des tâches, mais avant tout pour communiquer quelque chose. Ces tâches ne sont pas nécessairement langagières. C'est peut-être la différence d'ailleurs, parce que dans l'ancien temps, on pensait que toutes les tâches devaient être, ou les exercices devaient être spécifiquement liés à la langue. Mais en fait, avec l'approche actionnelle, une tâche peut ne pas être liée à la langue. Mais à travers la langue, on va essayer de faire quelque chose avec cette tâche. Vous voyez, on va communiquer sur cette tâche-là. Par exemple, la tâche de déplacer une armoire, en elle-même, n'a aucun intérêt linguistique. Bon, je suis d'accord. Mais on va, dans le processus de déplacer une armoire, on va avoir recours à des éléments langagiers. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va, soit, comme c'est dit là, hein, c'est ce qu'on avait lu plus tôt, on va avoir recours soit à une notice, donc il va falloir lire. On va donner des instructions à quelqu'un avec qui on fait la tâche en question. Donc là, on va communiquer oralement. On va peut-être faire un petit compte-rendu. On va décrire dans un journal intime, éventuellement, les difficultés qu'on a eues ou ce qu'on a ressenti, hein, que c'était une expérience soit éprouvante ou alors peut-être une expérience au contraire plutôt rigolote parce qu'on a un peu galéré et puis finalement on a bien rigolé. Donc ça peut être une expérience qu'on peut relater dans le cadre par exemple d'un journal intime. Donc la tâche en question n'est pas forcément langagière dans le sens où on va utiliser, où on va avoir recours à la langue, et c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps. Hein, quand on se lève le matin, on ne se dit pas qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. On utilise la langue en fonction des situations dans lesquelles on est. Hein. Donc, dans la mesure où ces tâches ne sont ni routinières ni automatisées, elles requièrent le recours à des stratégies. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on communique là-dessus. De la part de l'acteur qui communique et apprend. Dans la mesure où leur accomplissement passe par des activités langagières. D'accord ? Elle comporte le traitement par la réception, la production, l'interaction, la médiation de textes oraux écrits. Elle comporte le traitement de textes. C'est-à-dire qu'on va utiliser les textes. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que les textes oraux et écrits. Un texte, ça peut être un texte oral. Hein, ça peut être un document oral. Bon. Dans l'ancien temps, avant le CECRL, on va dire, on faisait un texte et on essorait le texte. Quand j'ai commencé à enseigner, on me disait il faut essorer le texte. C'est-à-dire on faisait tout un tas d'exercices de repérage, de choses dans le texte. Et une fois qu'on avait fait ce texte, eh ben, on passait à autre chose. On oubliait le texte et puis on passait à un autre truc. Bon. Et bien là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'un texte, il va être utilisé, mais on va pas déterminer toutes les subtilités du texte. On va déterminer des éléments qui vont nous être utiles dans la conception de notre tâche, de notre projet final, de notre macro-tâche. C'est-à-dire que le texte, oral ou écrit, d'accord, va devenir un outil et le rôle du professeur, ça va être justement de déterminer quelles informations, quels éléments vont être utiles et utilisés par les élèves. D'accord ? Le modèle d'ensemble ainsi esquissé est de type résolument actionnel, c'est marqué en gras, page 19. Il se trouve centré sur la relation entre, d'un côté, les stratégies de l'acteur elle-même, liées à ses compétences, et à la perception-représentation qu'il a de la situation, il ou elle agit, et d'un autre côté, là où les tâches à réaliser dans un environnement et des conditions données. Ça, c'est une phrase qui est cruciale dans le CECRL. Lié à ses compétences, c'est-à-dire que par rapport à ce que lui, il sait faire, on ne lui demande pas de tout savoir. Par rapport à ce qu'il sait faire, on va lui donner l'occasion de se débrouiller et de bricoler quelque chose, d'accord, dans la langue cible. Par rapport à sa perception, représentation qu'il a de la situation.
chacun a une perception, une représentation différente. On l'a vu, chaque individu est différent, hein, vient de contextes différents, sociaux, économiques, culturels, tout ce que vous voulez. Et donc chacun a une perception sensiblement différente des situations et une interprétation différente. Bon. Mais ça, c'est une bonne chose. Et donc ça veut dire que le professeur doit, contrairement avant le CSRL où on attendait de l'élève et des élèves qui disent tous un peu la même chose, quoi. On attendait quelque chose de précis. Et si on ne disait pas exactement ce que demande le professeur, ben allez, puni. Là, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la même logique. Là, on est dans une logique d'exprimer quelque chose de personnel qui n'est pas attendu par le professeur. Le professeur, il ne sait pas ce que l'élève va dire. Il a mis en place un cadre, il a mis en place un scénario, un contexte, il a donné des instructions qui vont être aussi précises que possible, il a donné peut-être des exemples. Moi, souvent, ce que je fais quand il y a un oral, par exemple, je leur montre aux élèves un exemple d'oral qu'on peut faire. Mais évidemment, ils ne vont pas faire la même chose. Et ça n'arrive jamais. L'élève ne fait jamais la même chose que ce que moi j'ai dit. Parce qu'ils ont tous envie de faire leur propre projet. Hein? Ça viendrait l'idée de personne de me dire « Ah, je vais enregistrer le prof, puis je vais apprendre exactement ce qu'il dit, je vais dire exactement ce qu'il dit. » Non. Parce qu'ils ont envie, eux, de faire leur propre projet, puisqu'ils ont travaillé sur quelque chose. D'accord? Le but n'étant pas de faire plaisir au prof. Le but étant de montrer et de revendiquer quelque chose de personnel. Et personne ne peut résister à l'envie de revendiquer quelque chose de personnel qu'on a fabriqué ou qu'on a fait nous-mêmes personnellement. Alors, sa perception, représentation qu'il a de la situation où il agit, et d'un autre côté, les tâches à réaliser dans un environnement et des conditions données. Donc, l'environnement, les conditions données, c'est-à-dire le rôle du professeur, ça va être de mettre en place justement ce scénario, mettre en place, et j'insiste aussi sur le fait que les textes sont là aussi pour renseigner les élèves sur les sujets qui sont abordés, sur les domaines, comme on dit dans le CSRL, qui sont abordés. C'est-à-dire, dans un domaine, par exemple, un domaine public, si on parle, je ne sais pas moi, de Belfast, mettons, ça, c'est un sujet dans les manuels, c'est pas quelque chose voilà, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. On peut parler de Belfast, des murs à Belfast, des séparations des communautés, les catholiques protestants, les conflits. U2, évidemment, le Sunday Bloody Sunday, la chanson. On peut parler du film Bloody Sunday aussi, de Paul Greengrass. On peut parler plein de choses. Donc c'est un sujet qui est tout à fait... les fresques sur les murs, les poèmes. Et on peut demander aux élèves de faire un poème sur ce qui se passe à Belfast. En ayant accumulé toute une culture et des connaissances à travers les documents qu'on aura étudiés en classe. D'accord? Donc les documents vont avoir une importance culturelle d'expliquer aux élèves et de donner aux élèves une culture de ce sujet-là en particulier. Donc ça, c'est important. Alors, je vais m'arrêter là pour le chapitre 2. C'est un chapitre qui est extrêmement important, donc je vous conseille de le lire. Après, on parle de l'évaluation et des niveaux de référence, mais on aura l'occasion justement d'en reparler dans les chapitres qui viennent. Hein. Le chapitre 3, justement, c'est le niveau de commun, les niveaux de compétences. Donc tout ça, c'est un peu une introduction à ce qui va se passer. Donc je pense qu'on a fait les points les plus importants de ce chapitre 2 qui est fondamental et qui est sans doute le plus important peut-être de tout le document. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.